C'est vrai qu'au début, ça fait bizarre de se dire: «Oui, je vais vendre quelque chose, je vais vendre mes compétences, mes connaissances à quelqu'un qui a, 2-3 fois mon âge». Ça c'est un peu bizarre. Au début, c'était compliqué de vraiment s'imposer et de dire: «Bah, là, moi, j'ai telle compétence, c'est ce prix, je vais pas le baisser parce qu'aujourd'hui, je sais que je peux t'apporter ça et que le prix est justifiable». Et je comprenais pas ce qui faisait que les gens ne m'accordaient pas leur attention. Et au final, avec le temps, je me suis rendu compte que clairement, en fait, j'avais juste pas la valeur nécessaire à leur donner. Leur temps valait beaucoup plus que la valeur que je pouvais leur donner. Maintenant, le marché, il achète de moins en moins par émotion et de plus en plus par méthode et par process. C'est-à-dire, est-ce que le mécanisme, il est clair? Parce que la majorité des prospects aujourd'hui, ils ont déjà acheté un, deux, voire trois accompagnements parfois. Donc maintenant, ils attendent du nouveau, mais surtout des choses claires qui sont sûres d'avoir des résultats avec. Aujourd'hui, on est sur un volume qui est beaucoup plus bas. On va être entre 5 et 15 appels par mois. Néanmoins, on n'est que sur des leads qualifiés. Et du coup, forcément, le taux de closing il est aux alentours des 80-90%. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Sur 15 appels, on va être entre 25 et 35 000 euros de CA. Bonjour à tous tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Aidan. Bon, on est potes depuis assez longtemps, donc ça va être un podcast assez chill avec un max de valeur. Comme à mon habitude, je démarre toujours de la même manière. Aidan, qu'est-ce que ça veut dire vendre pour toi et merci d'être là. Ah bah, écoute, je te remercie Enzo de m'avoir invité sur ce podcast. On commence fort du coup avec cette question. Vendre, pour moi, c'est surtout accompagner dans le process de prise de conscience. Pour moi, typiquement, c'est ce qui fait un peu la différence, tu vois, entre un prospect froid et un prospect chaud. Pour moi, un prospect chaud, on lui vend pas, il achète. Par contre, un prospect froid, là, on va lui vendre. Parce qu'en réalité, il y en a un qui va avoir conscience réellement de sa situation et qui va avoir envie de passer à l'action. Et il y en a un autre qui aura pas nécessairement conscience de sa situation et qui aura pas nécessairement envie de passer à l'action. Donc pour moi, vendre, c'est vraiment accompagner dans tout le process de prise de conscience en posant les bonnes questions, en donnant les bonnes informations, etc., etc. Yes, 100%. Faire monter la conscience pour faire passer à l'achat. Brian, Ouais. que j'ai eu hier en podcast, il m'avait sorti une question, c'était juste, il y a un besoin, le combler et lui faire comprendre qu'il gagnera plus à être avec toi qu'être tout seul, 100%. La Carrément. particularité, c'est que toi, pour une fois, d'habitude, je suis le plus jeune sur ce podcast, mais ça sera toi le plus jeune aujourd'hui. Rappelle-nous ton âge. Moi, j'ai 16 ans. Pas encore 17, ça arrive Tu vas sur dans tes dans 17 quelques quand? jours, mais C'est je de passe sur décembre. mes 17 le 6 décembre. Donc, au moment où on tourne le podcast, c'est dans une quinzaine de jours. Ouais, peut-être que ça sortira à quelques jours d'avant ton anniversaire. Toi, donc, tu es dans le biz depuis quand même relativement longtemps. Ça fait un petit bout de temps que tu es là. Tu as démarré au collège. Comment tu l'as vécu, ça, Ouais. cette montée en ascension? Parce que c'est rare, tu Ouais. vois. C'est vrai que j'ai commencé assez tôt. Ça m'a fait un peu bizarre au début dans le sens où, je le voyais pas du tout comme je le vois aujourd'hui. C'était pas un business pour moi à l'époque, c'était juste un projet. C'est voilà, je me lance avec des amis dans quelque chose de nouveau, j'apprends des choses et l'idée c'était de pouvoir quand même gagner de l'argent, mais il y avait pas, fonction à être quelque chose, de concret sur le long terme. C'était un peu, un plan, sur, du court terme, réussir à faire quelques petits euros comme argent de poche. Et c'est vrai qu'avec le temps, quand ça a pris de l'ampleur et quand, j'ai commencé vraiment à structurer des choses concrètes, ça m'a fait un peu bizarre parce que quand on prend du recul, en fait, à la base, ça part vraiment de rien. Ça part d'une vidéo YouTube, de Yomi Denzel que j'ai regardée, qui m'a donné envie de me lancer dans un truc. Ensuite, c'est une autre vidéo et ainsi de suite. Et finalement, en fait, tout ce que je sais aujourd'hui, ça part de simples vidéos YouTube et de quelques informations que j'ai pu trouver, gratuitement sur internet. Donc c'est assez marrant de prendre du recul sur ça. Un truc que j'avais vécu, moi, à l'époque, surtout sur l'aspect vente, c'est encore dans ton marketing, c'est pas trop compliqué, si tu veux, de faire sens, je trouve. Mais quand tu te retrouves en appel avec des gens qui ont 30 ans, 40, 50, voire 60 parfois, toi, tu l'as vécu comment, le fait d'être jeune? Moi, j'ai ma version. J'aimerais bien écouter la tienne. Bah, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, surtout au début. Avec le temps, on comprend un peu comment tout ça fonctionne, mais c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre de se dire: «Oui, je vais vendre quelque chose, je vais vendre mes compétences, mes connaissances à quelqu'un qui a, 2-3 fois mon âge». Ça c'est un peu bizarre et il y a un peu ce positionnement naturel qui est que on va vouloir tout de suite se rabaisser. Moi, au début, je sais que j'étais un peu comme ça et j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur, pas par mon manque de compétences, mais pour le coup par mon âge. Parce que je me disais: «Ouais, mais voilà, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, est-ce que je suis vraiment légitime de vendre tout ça à des gens qui en ont 2-3 fois plus?» Enfin, c'était assez compliqué au début et puis même les gens, je le ressentais, étaient un peu réticents.
et et se le cachait pas d'ailleurs de me l'exprimer. Des fois, dès le début, dans la prospection, c'était: «Oui, c'est bien sympa ce que tu proposes, mais bon, tu as l'air quand même un peu jeune, voilà, j'ai pas de temps à perdre avec toi». Donc Mmh. avec le temps, on apprend qu'il faut savoir, vraiment se positionner et cadrer la personne et dire: «Non, mais aujourd'hui, mon âge, il compte pas, en fait, dans mes compétences». C'est 2 choses qui sont, tout à fait, séparées. J'ai des compétences que j'ai appris avec le temps, malgré le fait que je sois jeune, bah, voilà, j'ai tant d'années derrière moi. Même si j'ai que 6 mois, en réalité, ces 6 mois, bah, j'y ai passé, 12 heures par jour. Donc en réalité, j'ai charbonné comme personne et j'ai beaucoup plus de compétences que toi dans ce milieu-là. Alors forcément, on le dit pas comme ça, Non, mais mais la oui. réalité des choses, c'est qu'il faut savoir se positionner et prendre l'ascendant sur les gens qui, des fois, peuvent être un peu compliqués à ce niveau-là. Après, il y a un truc aussi que tu as relevé qui est très intéressant, c'est surtout à quel volume de travail tu bosses et surtout quel résultat tu as. Enfin, je veux dire que tu as 10 ans dans un domaine, mais si tu travailles que le dimanche, alors qu'à côté, Tout il à y a une fait. personne qui bosse 6 mois ou alors 1 an et qui bosse 12 heures par jour, 7 jours sur 7, ça n'a aucun sens. C'est juste que c'est des raccourcis mentaux. Comme en vente, il y a tellement d'informations qu'on fait un raccourci, expérience égale talent, talent égale argent, ou ce genre de choses. C'est pas vrai. Tu dirais que t'as eu recours à des méthodes de vente un peu différentes ou peu orthodoxes que ce que tu avais eu? Parce que c'est une question que je te pose. Mais grosso modo, tu sais, quand t'es jeune, parfois même tu vas proposer, quand tu démarres, je sais pas, un essai gratuit ou ce genre de conneries. Alors qu'en vrai, c'est pas ce que tu devrais faire, tu vois. Mais Mmh. tu as eu recours à ce genre de méthode pour pouvoir closer sur ce marché? Ouais, bah, clairement, au début, quand j'ai commencé, quand j'étais pas nécessairement dans ce milieu-là, je sais que, j'ai pris beaucoup de gens gratuitement parce que j'avais vraiment besoin de me prouver à moi-même que je pouvais, vraiment les aider. Hem, mais c'est vrai qu'au début, j'avais souvent tendance à brader mes prix, à restreindre un peu, ce que je pouvais faire et je me bloquais un peu dans ma propre bulle. Hem, mais ouais, au début, c'était compliqué de vraiment s'imposer et de dire: «Bah, là, moi, j'ai telle compétence, c'est ce prix, je vais pas le baisser parce qu'aujourd'hui, je sais que je peux t'apporter ça et que le prix est justifiable». Mais oui, au début, c'était compliqué de pas baisser les prix, de pas proposer des essais gratuits ou ce genre de choses. C'était Hmm. forcément, je pense qu'on est un peu tous passés par là au début à vouloir un peu trafiquer nos prix pour arranger les gens et vendre à tout prix finalement. Mais au final, on se rend compte qu'avec le temps, c'est pas la meilleure des choses à faire. Il y a ce truc aussi moi je l'avais remarqué, c'est beaucoup de gens se disent, par jalousie, mais attends, je peux pas donner cette somme-là à un gamin de cet âge-là, alors que moi, à mon âge, je le faisais pas, tu vois. Moi, j'ai 19 piges, ce qui est vieux par rapport à toi, mais relativement jeune quand même dans l'infoprenariat. Et Ah carrément. quand tu te retrouves avec un mec qui a 35 piges, parfois qui gagne bien sa vie, tu vois, mais lui, il va te verser l'équivalent de 2 mois de salaire juste parce que tu peux l'aider. C'est là que tu comprends aussi que les choses, elles ont changé, quoi. Complètement. Ouais, carrément. T'as démarré dans Carrément, quel mais c'est vrai business, que toi? moi, j'ai démarré bah, à la base, j'ai démarré dans le marketing digital, dans quelque chose d'un peu, traditionnel et un peu, has-been aujourd'hui. C'était un peu les boîtes de com, très classiques où tu sais, tu vas faire un post Instagram un peu à la con Ouais. et ce genre de choses. C'était très, très classique à la base et ensuite, du coup, je suis passé par le montage vidéo, un peu de setting, un peu de closing et je suis arrivé aujourd'hui, du coup, dans ce milieu de l'acquisition, du scaling. Hmm. Toi, t'as développé surtout une méthode de scaling en organique, donc spécialisée sur de la prospection, notamment sur Instagram. T'es un des rares aujourd'hui, je crois que n'a pas beaucoup sur le marché sur Instagram qui ont ce genre d'acquisition. Si on n'a pas beaucoup aussi qui s'en sont intéressés, est-ce que c'est plus facile de faire de la ads pour certains ou autres? T'en es venu comment à développer cette méthode, toi? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, le ce que tu viens de dire, c'est très pertinent. Il y a beaucoup de gens qui vont, dès le début, se rabattre du coup sur, de la ads et sur des solutions, comment dire? Pas plus simples, mais comment dire? Plus prévisibles, plus simples à processiser et sur lesquelles on va retrouver plus d'informations. Mhm. Je pense qu'au début, c'est important quand même de passer sur de l'organique avant de faire de la ads à tout prix. Moi, je me suis, dirigé vers de la prospection parce que c'était naturel pour moi. J'ai commencé à trouver mes clients en montage vidéo en faisant de la prospection et quand j'ai bossé du coup avec, ces mêmes clients, ils me refilaient à chaque fois des petites missions parce que j'étais un peu le bouche-trou de leur business et je me suis retrouvé très naturellement à faire de la prospection. Donc forcément derrière quand j'ai monté comment dire? Mon propre accompagnement, c'était naturel pour moi, tu vois, de passer par de la prospection
et puis surtout que j'avais accès finalement aux méthodes qu'eux me partageaient, qui étaient très efficaces sur d'autres marchés, Complètement. mais qui étaient tout de même très efficaces. Donc pour moi, c'était tout à fait naturel et avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait un potentiel, heu, assez intéressant quand même la prospection au niveau de l'acquisition que d'autres axes n'avaient pas nécessairement en organique. En vrai, moi j'ai démarré aussi sur de la prospection Instagram. Du coup, ça n'a même pas été une réflexion. Genre en fait, pour moi au début, le seul moyen d'acquisition qui existait, c'était la prospection. Le volume, le travail, le charbon. Et je pense que c'est la meilleure école, moi, pour démarrer. C'est un peu ma thèse. C'est genre, déjà, la ad, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher. C'est voué à devenir de plus en plus cher parce que qui dit plus d'acteurs sur Instagram dit donc plus de CPM, donc plus de coûts par 1000 impressions, ce genre de choses. Et les gens qui maîtrisent la prospection aujourd'hui, c'est des gens du coup qui ont accès gratuitement à des leads. Genre, on se rend pas compte, c'est énorme. Donc, c'est juste du volume, c'est confronter ton produit, ton opinion. Incroyable. Et ça a été quoi les problématiques que tu as eues au départ? Parce que bon, t'en es pas arrivé à avoir cette méthode du jour au lendemain. Ouais, tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que la prospection, c'est réellement exploiter tous les leads d'Instagram gratuitement. Donc quand on le fait bien, en réalité, on peut avoir un impact qui est énorme et qui est direct surtout parce qu'on est directement, dans des conversations. Hem et pour répondre du coup à ta question, au début, la grosse problématique que j'avais, c'était surtout, bah, d'attirer l'attention. J'avais du mal à attirer l'attention des gens. J'avais beau envoyer un volume énormissime de messages, j'arrivais pas à avoir l'attention des gens. Quand je l'avais, je la perdais très vite et je comprenais pas, ce qui faisait que les gens ne m'accordaient pas leur attention et au final, avec le temps, je me suis rendu compte que clairement, en fait, j'avais juste pas la valeur nécessaire à leur donner. Leur temps valait beaucoup plus que la valeur que je pouvais leur donner. Donc l'équilibre entre les 2 était pas du tout là, donc forcément, bah, j'arrivais pas à avoir l'attention des gens et d'ailleurs quand je l'avais, bah, je la perdais tout de suite. Donc Hmm. forcément, ça menait à rien. Tu dirais que c'est quoi là si tu pouvais donner genre un à trois tips actionnables pour vraiment capter l'attention en prospection et on parlera de la vente après, mais ça reste de la vente hein, la prospection parce que c'est de la vente par DM. Le 1er tip que je pourrais donner, ça serait déjà de comprendre que avoir l'attention de la personne, c'est l'élément le plus important en prospection. Parce que si on n'a pas l'attention de la personne, si la personne ne répond pas à notre premier message, il se passera rien. Donc forcément, c'est l'étape la plus importante et pour ce faire, j'aime bien, utiliser une petite technique, assez spéciale. C'est, d'utiliser un biais psychologique très, très simple qui est que pour attirer l'attention, on va jouer sur l'ambiguïté. On va jouer sur l'ambiguïté du prospect. Typiquement, nous-mêmes, tu vois, on a des accompagnements. Alors toi, aujourd'hui, tu fais beaucoup plus d'organique que moi en termes de création de contenu. Mais voilà, quand il y a une personne qui va nous envoyer un message, en nous demandant des informations sur nos accompagnements, bah, nécessairement, on va quand même leur répondre assez vite parce qu'on se dit: «Voilà, c'est une opportunité, c'est intéressant» et heu et en fait, bah, cette ambiguïté et cette envie-là de répondre rapidement à un prospect, on peut l'utiliser nous-mêmes pour attirer l'attention de nos propres prospects. Donc typiquement, le premier message, on peut jouer sur cette ambiguïté pour réussir à attirer l'attention. Par contre, la chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on attire l'attention de cette manière-là, on ne peut pas décevoir sur le deuxième message. Parce que sinon, on va créer un faux espoir et ça aurait aucun sens. Pardon, la personne nous bloquerait si on faisait que de jouer avec son temps, ça aurait pas de sens. Donc, il faut aussi comprendre que le deuxième message est très important. Moi, c'est ce que j'appelle le time reward. Donc, c'est l'échange entre son temps et ce qu'on peut lui apporter. Et il faut réussir, donc c'est un peu mon deuxième tips, à expliquer synthétiquement dans le deuxième message tout ce qu'on peut apporter à la personne et pourquoi nous donner de son temps, en réalité, c'est intéressant pour elle. Et le troisième tips, c'est aussi de comprendre que la prospection, c'est généralement, enfin, en l'occurrence, je parle de la prospection froide, c'est le tout premier contact avec un prospect. Hmm. Donc, il ne faut pas être trop agressif et il faut comprendre qu'au début, avant de vouloir vendre, il faut d'abord apporter de la valeur et créer un vrai lien de confiance. Donc, c'est important de se détacher de la vente réellement dans la prospection et de se concentrer vraiment sur l'apport de valeur, la connexion. Ouais, 100%. La remarque la plupart du temps, c'est qu'il y en a, ils vont avoir un super premier message captivant, mais le deuxième, il est tellement décevant qu'ils vont se prendre des grosses roustes. Souvent, c'est ce qui va les décourager.
Si le prospect il va te défoncer, quoi. Je pensais que tu voulais Ouais, tout à fait. m'acheter, arrêter la prospection, nanana. La prospection, d'ailleurs, c'est pas magique dans la mesure où, enfin, faut du volume, hein. C'est pas avec 10 messages par jour que tu arriveras à avoir des leads intéressants, mais complètement. Un truc qui joue beaucoup aussi, c'est une fois que tu as captivé l'attention, moi je trouve, c'est vraiment d'augmenter la relation avec la personne. De plus en plus avec l'IA notamment, les méthodes de prospection par vocaux, par vidéo, même où tu vas envoyer des formats longs, ce genre de choses. Je trouve que ça rajoute vraiment un plus. Et puis de toute façon, maintenant le marché il achète de moins en moins par émotion et de plus en plus par méthode et par process. C'est-à-dire, est-ce que le mécanisme il est clair? Parce que bah, la majorité des prospects aujourd'hui ils ont déjà acheté un, deux, voire trois accompagnements parfois. Donc maintenant ils attendent du nouveau, mais surtout des choses claires qui seront sûres d'avoir des résultats avec. Et donc je pense que ça se joue vraiment dans la prospection. Il y en a beaucoup qui ont un problème, pas forcément de closing, mais de relation pré-vente, je trouve, honnêtement. Ouais, tout à fait. Tout à fait, beh, les prospects ont de plus en plus de mal à accorder leur confiance. Ils sont beaucoup plus, compliqués là-dessus, donc c'est hyper important de vraiment créer un lien sincère de confiance avant de vouloir vendre. Et effectivement, ça va passer par, l'apport de valeur et des méthodes, qui se différencient, être beaucoup plus dans l'humain avec des vocaux, avec, des vidéos longues, des value assets, ce genre de choses, effectivement. Et moi, j'ai vraiment vu l'impact sur, mes conversations. Il y a un moment donné où les gens, tu beau discuter avec eux, tu beau leur apporter, toute la valeur, il y a un moment donné, il faut que tu fasses plus. Et si, tu vas pas apporter un élément qui te différencie réellement dans ta prospection, que ça soit, un format long ou des vidéos, peu importe en général, les gens, bah, finalement, ils refusent et ils en ont marre des méthodes trop classiques. Ouais, 100%. C'est c'est là où aussi, vu que Instagram, Meta, et la publicité, c'est voué à devenir de plus en plus cher, il y a besoin de développer une audience aussi à côté de ça. Vraiment beaucoup plus. Toi, t'es pas trop la personne qui poste le plus de contenu, tu te fais discret, mais je crois que c'est en projet. C'est pour ça aussi que tu es en podcast. Ouais. Donc voilà. Mais on en parlait avant le podcast là. En ce moment, c'est la guerre hein, sur le marché. C'est vraiment compliqué d'avoir des leads. Bon après, ça veut pas dire qu'on peut pas chiffrer, mais ouais, ils sont beaucoup plus méfiants. On arrive à Noël. L'argent est priorisé à leur temps souvent. Il y en a, ils sont prêts à se dire on se démarrera en janvier, février, plutôt que démarrer maintenant et se faire une place sur le marché. Société de consommation, hein, donc la base. Très compliqué. Tu le vis comment toi en ce moment, toi, Eden? Bah, honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la prospection, j'ai vraiment ressenti une différence entre, la période mai, juin, juillet et ce début, d'année scolaire, si on peut appeler ça comme ça, septembre, octobre, où effectivement, les gens sont beaucoup moins dans cette démarche d'investir, d'apprendre, et ils sont beaucoup plus, effectivement dans la consommation, pour Noël, ce genre de choses. Et ils sont pas du tout dans l'état d'esprit, qui convient en fait à l'investissement. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des leads, c'est beaucoup plus compliqué aussi de closer, forcément. Mais ouais, clairement, j'ai ressenti l'impact, sur mon activité, et ça nous oblige finalement en fait à nous adapter et à employer de nouvelles méthodes qui vont, nous permettre d'avoir, plus de leads ou des leads beaucoup plus qualifiés, aller chercher des gens qui sont déjà beaucoup plus, enfin qui ont un niveau de maturité dans leur activité qui est, beaucoup plus élevé que des leads classiques. C'est compliqué, mais on doit s'adapter de toute façon, pardon, mais effectivement, on est un peu dans une période, de creux où on ressent vraiment l'effet de la sophistication de marché, et cette période aussi, de un peu de surconsommation. Et oui, c'est pas forcément facile au niveau du business. Moi, dans ces moments-là, le truc qui m'a le permis quand même de maintenir un peu un CA, enfin un peu un CA, ouais, du CA, c'est quand même de revendre à mes clients déjà présents. De se dire, ok, on a un bon service, on a un bon produit, les mecs sont réticents, on peut pas closer. Par contre, en interne, j'ai des gens qui sont potentiellement reclosables, qui ont déjà passé la carte pour nous et qui seront quasiment sûrs de le refaire. Donc ça rajoute du panier moyen. Augmenter les prix et par contre avoir moins de prospects, ça je pense que c'est un des meilleurs tips aujourd'hui. C'est ok, peut-être qu'on va passer de 100 appels par mois à 30. C'est ok, on va diviser par 3, mais par contre sur les 30 il faut que du quali quoi. Et sur les 30 Ouais, tout quali, à fait. il faut pouvoir pricer plus cher, avoir peut-être plus de sur-mesure. Ça va complètement à l'inverse de cet effet scalabilité, volume, beaucoup de gens. Maintenant c'est peut-être plus du sur-mesure et miser plus sur les upsells. C'est un truc, toi, qui fait sens ou t'as mis autre chose en place, toi?
Bah, c'est clairement un truc que j'ai fait. Effectivement, déjà, les clients qu'on a, c'est nos meilleurs leads de toute façon. Mais effectivement, au niveau du volume et de la qualité, c'est clairement quelque chose qu'on a adapté. En début d'année, on était beaucoup plus sur cette optique d'avoir énormément de volume de leads et c'était pas du tout raisonnable. Il y a des mois, on faisait, des 250-300 appels, mais ça avait aucun sens parce que la qualité était pas nécessairement là. Ouais. Aujourd'hui, on est sur un volume qui est beaucoup plus bas. On va être entre 5 et 15 appels par mois. Néanmoins, on est que sur des leads qualifiés et du coup, forcément, le taux de closing, il est aux alentours des 80-90. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Le pricing aussi qui devient plus élevé et il y a un fonctionnement aussi de mensualité, de pourcentage qui permet, de garder quand même, comment dire? La main sur, nos clients et donc de pouvoir, heu, avoir, comment dire? Une LTV, beaucoup plus élevée sur nos clients. Forcément, on est obligé de s'adapter un peu et scaler de cette manière-là, devient de plus en plus intéressant. Carrément. Si tu peux parler chiffres, je sais pas, mais grosso modo, aujourd'hui, ta boîte avec 15 appels, vous allez réussir à générer à peu près combien? Sur 15 appels, on va être entre 25 et 35 000 € de CA. Hmm. Franchement, je suis complètement d'accord et il n'y a pas besoin de plus de leads aujourd'hui. Tu as besoin par contre d'être vraiment très bon en vente. Et quand on parle de très bon en vente, c'est pas être très bon en traitement d'objection, c'est être vraiment avec une très bonne posture. Et ouais, complètement. Je pense que la sophistication de marché, ça amène surtout la polarisation du marché. À savoir, il y a des mecs qui veulent, ça, ils veulent vraiment aller chercher plus haut. Et dans ce cas-là, c'est à eux qu'il faut parler. Mais ils sont encore plus petits que ce qu'on avait avant. Et par contre, on a énormément de gens qui veulent plus, ou du moins qui vont prendre peut-être 6 mois, 1 an, refaire une épargne, reprendre conscience que l'accompagnement d'avant n'était pas bon et qu'il faut vraiment trouver les bonnes choses. Et aussi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, j'ai eu beaucoup de retours sur ça, nous pas spécialement, mais ça devient de plus en plus compliqué de closer dans l'appel. Tu as beaucoup de gens qui vont en attendre avant l'appel. Donc maintenant, tu as aussi le phénomène de, tu as tellement des gens sophistiqués qui vont acheter dans les DM, notamment Nick Setting sur le marché aux US, qui va prendre des pifs à 12-13K directement. Mais il y en a, ils vont prendre un premier call avec toi, ensuite ils vont demander d'aller chercher, d'aller voir tes clients, prendre des appels, tu vas refixer un R2. En R2, il va avoir des problèmes budgétaires. Et en fait, tout ça, bah, si toi, tu n'es pas sûr de ton karaté, que ton produit il est mauvais, tu vas closer des leads qui ont été tellement nurturés qu'ils ne seront pas satisfaits de ton service. Tout à fait, mais ça c'est clairement quelque chose que j'ai ressenti. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai mis en place assez récemment. Avant, on était sur un process assez classique, R1, on a notre funnel de préqualification, on a le R2 et on prend une décision dans un R2 ou au maximum, on se fixe un petit R3 sous 24 heures. Et effectivement, les gens, les prospects ont besoin de plus en plus de temps et d'éléments de réflexion pour prendre une décision, ce qui devient de plus en plus compliqué. Et ça revient un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la prospection. Les gens ont besoin de beaucoup plus de confiance, de beaucoup plus d'apport de valeur, de preuves, et cetera, avant de prendre une décision, parce qu'ils ont été tellement déçus par tous les autres accompagnements, les formations, moyennes aussi, on s'en rend pas compte, mais toutes les Hmm. formations un peu pourries qu'on voit sur le marché, en réalité, elles nous impactent et pas forcément de la bonne manière, en ce moment. Et effectivement, moi aujourd'hui, je passe par un appel, de setting d'une quinzaine de minutes. Il y a un R1, il y a un R2 et pourquoi pas un R3. Et entre tout ça, il y a de l'apport de valeur, il y a une VSL post-opt-in, il y a, des vidéos long format et cetera. Donc en réalité, c'est des heures et des heures de contenu. On entend souvent cette phrase de, «Il faut, 7-8 heures de contenu Ouais, c'est à un Google prospect qui a pour qu'il sorti achète ça. chez nous». J'ai l'impression qu'avec le temps, ça fait Ça va être qu'augmenter, tu 15 vois? J'ai heures l'impression bientôt. qu'on passe à 15 heures, voilà, tu vois? C'est n'importe quoi. Je sais pas si la vidéo elle sera sortie au moment où je sortirai le podcast, mais là je suis en train de préparer une vidéo de 10 heures sur YouTube. Parce que mec, genre, il faut trop éduquer. En fait, ça rend fou. Et le truc, c'est que là, il y a aussi un phénomène. Avant le marché du étiquette, le ticket moyen, il était genre à 4K, 3-4K. Et on est passé de. T'as des mecs maintenant qui se retrouvent à repartir sur du mid-ticket, voire low ticket. School, développement de la gamification, développement des communautés, etc. Et des mecs qui sont partis sur le ultra high et qui viennent justement cibler ces mecs que je disais au début polarisés, qui veulent enfin, qui savent vraiment ce qu'ils veulent, notamment Hormozy lors du dernier mastermind où il a juste vendu avec une page school et un produit à 25K, ce genre de choses. Mmh. Euh, le ultra étiquette, faut savoir, c'est ultra compliqué à délivrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gourous en ligne, ils vont dire, bah voilà, augmente tes prix, augmente tes prix, augmente tes prix. Ouais,
Ok, théoriquement, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, derrière, quand il faut délivrer, si tu as pas la delivery derrière, bon courage, hein. Ah, tout à fait, La pression, elle tout est à fait, tout à différente, fait. hein. Oui, tu m'étonnes. Bah, moi, j'ai développé récemment une offre très high ticket euh, qui passe la barre des 5 chiffres. J'ai 2 clients dessus. Et Ouais. effectivement, au niveau de la délivrabilité, faut vraiment s'en donner les moyens. C'est prendre des coachings des fois à 2 heures du mat parce que le client a une petite question. Il faut vraiment être là dans tout le process, accompagné de A à Z, placer les meilleures personnes dans le suivi, dans la délivrabilité, etc. Et effectivement, faut être là. Mais l'avantage des gros clients comme ça, c'est que derrière, quand la délivrabilité est bien faite, c'est des clients qu'on peut avoir sur la longue durée et on tombe quasiment dans de l'opération de croissance Ouais. où derrière, on peut prendre des parts du business et aller chercher une croissance et une collaboration sur du long terme. Je pense que le modèle qui va être de... Et c'est contre-intuitif, hein, mais je pense que le modèle qui va être de plus en plus pertinent, ça sera de moins en moins le coaching, mais de plus en plus le modèle d'agence, avec beaucoup de done for you. En fait, les mecs, ils ont tellement plus confiance que beaucoup achètent qu'au résultat. Et donc ça, c'est Ouais, compliqué. Et les leads, souvent, qui vont racheter du consulting, c'est des gens qui ont réussi avec du consulting et qui connaissent la valeur du consulting. Et donc, il faut beaucoup de awareness. Après, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas périn, etc. Mais on va se rapprocher de plus en plus du gross operating, quoi. ouais, tout à fait. Il va falloir avoir 10 clients, tu prends de l'equity sur les 10 clients. Déjà, s'il y a n'importe quelle personne qui nous écoute qui est dans le make money, ne vous lancez pas dans le make money. Ne démarrez pas dans le make money. Faites autre chose, les gars, c'est la guerre mondiale. C'est vrai. C'est le marché le plus dur, c'est le marché le plus sophistiqué. Moi, j'en avais parlé avec un pote la dernière fois, mais putain, si je faisais de la prépa mentale pour sportifs de haut niveau comme à l'époque, je ferais tellement d'argent facilement. Il n'y a aucune concurrence, aucune connaissance de marketing, etc. Mais nous, tu arrives à un niveau où les ads, par exemple, je ne sais pas si tu avais vu celle d'Exponential, tu sais, qui ont été connues, on vous garantit X, sinon vous ne payez pas. Ça, c'était les ads Hmm. très connus. Bah attends, au bout de 3 mois, elles ont été lessivées, les ads. Les nouvelles, elles ont été revenues, au bout d'un mois, elles étaient lessivées. Le marché se sophistique tellement que les discours sont vus et revus. Il faut tout le temps changer la Big ID, quoi. Insupportable. Ouais, non, mais clairement, mais je pense que l'avenir dans ce milieu-là, c'est d'avoir une petite base de ligne, une petite base de clients qu'on va derrière prendre sur du long terme avec de l'equity ou des mensualités, ce genre de choses. Parce qu'au final, Mm. il y a tellement de gens qui se lancent dans le make money et il y a tellement un impact de la sophistication du marché que ça va être de plus en plus dur d'avoir des leads et ça va être de plus en plus dur de closer. Donc, avec le temps, il va falloir vraiment prendre énormément en compétences, savoir très très bien délivrer et avoir effectivement sa petite base de clients qu'on a sur du long terme, quoi. Ouais, ça va être. C'est 100%. Et si possible, des clients qui sont pas coach de coach de coach de coach de coach. Parce que là, Et clairement, moi, j'ai une cliente, Mélanie, peut-être qu'elle écoutera le podcast. Elle est dans une niche sur le relationnel. Elle a fait 0 to 10K en 2 mois ou en 1 mois, je crois. Parce que pas de nice. sophistication, pas de awareness sur le closing, pas de awareness sur le setting, ça file tout droit. Et nous, t'envoies un message, pas intéressé, direct. Donc bon, Ouais. compliqué. On s'écartait un peu des choses, mais grosso modo, tu sais, on a parlé du fait que tu avais démarré jeune, etc. Tu dirais que ça a été quoi la plus grosse erreur que tu as fait dès le départ, surtout sur l'aspect vente, que du coup, tu as pris du temps aussi à rectifier? Bah, au début, clairement, c'était le fait d'être très attaché à la vente. Et Hmm. j'avais du mal à comprendre quand on me disait, bah, détache-toi de la vente. Pour moi, bah, on fait de la vente, on fait un appel de vente, on doit être attaché à la vente. En tout cas, on devait être attaché à la vente. Et voilà, j'ai mon script sous les yeux, je le suis. Et si je pose les bonnes questions, je vais faire des ventes. Sauf que finalement, bah, ça fonctionne pas comme ça. Et j'ai pris du temps à le comprendre. En fait, j'ai voulu sauter des étapes, j'ai voulu tout processiser très vite, j'ai voulu tout structurer très très vite. Et finalement, bah, ça m'a pas apporté énormément parce que, bah, en réalité, la vente, c'est surtout de l'apport de valeur, c'est du relationnel Hmm. et c'est pas juste un enchaînement de questions ou un enchaînement de structures, de process, etc. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai fait en début d'année notamment. Et je te disais tout à l'heure le volume un peu de leads que j'avais sur les centaines d'appels que j'avais, j'en closais pas beaucoup. Alors qu'en réalité, si juste j'avais pris conscience de ça un peu plus tôt, j'aurais pu doubler, tripler mon chiffre d'affaires parce que j'avais des leads, mais j'avais pas du tout les compétences
en closing, ni même la compréhension de ce qu'est le closing en réalité que j'ai aujourd'hui. Honnêtement, je pense qu'il faut aussi passer par là, tu vois. C'est C'est sûr. c'est ce truc de se dire, tu deviens pas bon vendeur en ayant pris 10 calls. Bon, après, il y a une différence entre des centaines et 10 calls, mais tu vois ce que je veux dire. Et après, on en parlait, mais ça dépend aussi du processus de qualification. Il y a trop d'assets différents. Quand on parle de vente, on parle du tunnel de vente. Le closing, allez, c'est quoi? C'est les 5 dernières minutes où tu traites les objections et tu vends. Mais après, tu as la phase de prévention, tu as la phase de setting, tu as la phase de nurturing. Et puis, un truc qu'on n'en parle pas aussi, c'est que, étant donné que tu es sur un système de prospection, et les leads, ils sont pas en inbound, hein. Il n'y a pas la même compréhension des choses, hein. C'est pas, tu as un tunnel avec YouTube et ça part. Je prends l'exemple Ouais, tout à fait. d'un client à moi, Mathias, qui est devenu un très bon ami. Lui, il a une activité dans l'expatriation, super niche. Il a une chaîne YouTube, on a mis un Typeform, tous les leads, ils sont en inbound. Bah oui, le Mmh. mec, il veut se lancer, il a déjà réfléchi, il prend le call. Le problème, en fait, Ouais. aujourd'hui, c'est que ton prospect il passe par plusieurs stades de conscience avant de se dire je vais acheter. Et le setting vient couper ce stade de confiance. Donc parfois tu vas choper le lead qui était au tout début, il était juste, il a un problème, mais il voulait pas se tourner vers une solution. Et puis parfois tu vas avoir de la chance. Tu vas choper le mec qui allait prendre un appel avec un de tes concurrents ou autre, mais c'est toi qui l'interceptes avant. Et la phase de qualification, elle est là pour ça justement. Ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience au début. C'est qu'effectivement, un call, si on n'a pas les bonnes informations sur son prospect, des fois, ça revient à faire des calls avec des gens qui débutent, dans leur business, qui n'ont aucune connaissance ou aucune conscience de leurs problématiques, de quoi que ce soit. Mm. Donc effectivement, c'est une perte de temps, mais finalement, avec le recul aujourd'hui, je sais que c'est quand même un apprentissage que j'ai pu avoir au travers de toutes ces erreurs. Mais effectivement, il manquait beaucoup de choses à mon système à ce moment-là. Et tu sais, en plus, il y en a qui prennent des centaines d'appels et qui restent mauvais, hein. Oh oui, Ouais, je ne citerai pas de nom sur les sales teams, mais j'ai vu des closers avoir passé 3 000 à 4 000 appels, qui parlent toujours à la place du prospect, qui surpitch, qui hard close. Et plus le marché va se sophistiquer, plus le marché va comprendre ce que c'est du hard closing, plus le marché va comprendre ce que c'est qu'un mauvais vendeur, et plus ils vont arrêter et perdre en serre. Parce que bah, c'est comme si tu foutais de l'eau dans un seau troué, au bout d'un moment, ton seau, s'il y a un trop gros trou, il n'y a plus d'eau qui passe ou qui reste. Donc tout à fait. ça va être une catastrophe. Ok, donc le fait que tu étais trop attaché à la vente, et donc le travail que tu as fait, c'était plutôt un travail mindset, ou c'était plutôt un travail technique sur revoir la manière dont tu pitchais tes offres, ton process de vente ou autre? Et bah, c'est un peu des 2 en soi. À la base, ça a commencé par, déjà la partie plus technique, mais tout à l'heure on parlait de Brian. Brian, il m'a pas mal aidé, à ce niveau-là. Il m'a fourni, pas mal de structures que j'avais pas au niveau de la vente et derrière, c'est en comprenant réellement le sens du closing qu'il y a eu un vrai shift au niveau du mindset, mais j'avais besoin de comprendre les insights du closing, de comprendre vraiment les structures. Pourquoi aujourd'hui on pose cette question? Qu'est-ce qu'on va venir chercher? Pourquoi on va trigger cet élément, etc. J'avais vraiment besoin de comprendre un peu les back-ends du closing. Et derrière, bah, ça a fait un shift forcément au niveau du mindset. Et je dirais que les deux, c'est des éléments très importants, mais à la base, ça partait un peu de la partie technique. Ouais, 100%. Ah, de toute façon, c'est un tout, hein. La Tout à plupart fait. des prospects, ils achètent par l'émotion et justifient par le rationnel. C'est un truc dont on avait discuté avant. T'expliques ça comment, toi, qu'un prospect après. Moi, j'ai la réponse, mais j'aimerais bien avoir ta version. Qu'un prospect après achat ou même après certaines phases dans ta vente, waouh, ils reviennent sur sur ses dires ou il va se contredire ou ce genre de choses. Effectivement, il y a beaucoup de prospects qui font ce genre de choses. Je dirais que c'est de la peur et de l'ego. Euh, Encore une fois, avec cette sophistication du marché, les gens, ils ont de plus en plus peur de prendre une décision. Donc, même après 3 appels de 1 heure et des dizaines de vidéos, il y a toujours une petite excuse au fin fond de la tête qui va permettre d'éviter la prise de décision. Et le problème, c'est que quand on a un lead qui n'est pas assez qualifié, on va se retrouver avec un lead qui va trouver toutes les excuses du monde pour ne pas prendre la décision. C'est oui, demain j'ai telle chose, oui, mais en fait il fallait que je fasse ça, il faut que je regarde ça avant de prendre la décision. Et finalement, même si pendant 1 heure, on a réussi à les garder dans une phase rationnelle où il avait conscience de sa situation, de sa problématique, de son objectif, de ce qu'il devait faire pour réussir du coup à régler sa problématique, etc. À la fin, quand vient un peu le moment fatidique de la décision et qu'on revient un peu
dans cette partie vente et décisionnelle, on rentre tout de suite dans des excuses et ce genre de choses. Et je pense que ça s'explique par de la peur, mais il y a aussi des fois un peu l'ego de se dire oui, bah, j'ai pas envie qu'on me vende quelque chose, tu vois. Les gens détestent qu'on leur vende des choses, ils adorent acheter. Donc si le taf aussi en amont au niveau des questions qu'on a posées et des différents process n'est pas bon, Hmm. bah, au final, la personne, elle va être trop dans ce ressenti de vente et pas assez dans ce ressenti d'acheter. Et donc finalement, bah, elle va trouver des excuses pour skip un peu cette partie décisionnelle. C'est une question de, c'est une question de posture beaucoup. Il y a aussi beaucoup de Mhm. mécanismes de défense. Euh, Dans le sens où, dans le stress, émotionnellement, tu vas réagir dans le sens où tu vas dire, bah, je vais y réfléchir, ou ça va pas être le bon moment, enfin, les objections basiques, ou même parfois un peu plus farfelues. Et c'est pour ça que ce qui ne prend jamais, c'est le fait d'argumenter, parce que bah, de toute façon, argumenter, tu vas pas demander au prospect de réfléchir sur ce qu'il t'a dit. Par contre, quand tu poses une vraie question ouverte par rapport à un prospect qui te sort un mécanisme de défense, du style, je sais pas, je vais en parler à X directement, sans y réfléchir vraiment, et que tu lui dis, bah ok, ça va être quoi les informations que tu vas aller chercher, étant donné que c'est un mécanisme de défense et pas quelque chose de réfléchi, bah il n'y a aucune logique derrière tout ça, et donc c'est plutôt facile de démonter l'objection. Euh, Tout à fait. donc ouais, souvent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'avant c'était beaucoup, allez, 90% émotionnel les achats, 10% rationnel. On va tendre de plus en plus, je pense, avec du half-half, genre à 50-50 à mon avis. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir un bon produit ou de plus en plus montrer ce qu'il y a derrière. Partage d'écran, témoignage, format long, etc. Parce que ça ne suffit plus de juste pitcher. Donc, Ouais, clairement. ouais, complètement. Tu m'as parlé aussi de la frustration du vendeur. Comment tu fais toi pour pas tomber dans le rôle du sauveur parfois où tu vois, tu te dis bon bah ok, c'est vraiment un problème de prix, d'investissement, ça arrive de temps en temps, pas l'argent, pas l'argent. Tu sais que tu peux aider la personne, ou Mhm. alors tu sais que tu es en train de passer à côté de la vente parce que bah il y a trop de choses à gérer. Comment tu gères la frustration et comment tu fais pour pas tomber dans ce rôle? Quand c'est une histoire de prix, effectivement, c'est vrai que c'est un peu décevant des fois. On se dit, ouais, bah, en fait, c'est un peu le prospect parfait. Je sais que je peux l'aider. Je sais qu'elle peut avoir du résultat, mais elle n'a pas nécessairement les moyens. Il n'a pas nécessairement les moyens. Dans ce cas-là, faut juste se dire que dans tous les cas, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Au début, j'ai fait un peu l'erreur d'accepter ce genre de prospect. Euh, En prenant des commissions par la suite sur les résultats qui étaient générés ou en faisant des acomptes en 12 000 fois. C'est pas forcément la meilleure des choses. Il faut savoir des fois laisser des leads, malgré le fait que toutes les cases se cochent sauf une. Et puis derrière, il y a aussi le prospect euh, qu'on a travaillé pendant longtemps. Il a pris Ouais. conscience, mais au dernier moment, il switch. Et juste, c'est effectivement très frustrant, mais il faut se dire que bon, tout le monde ne peut pas, entre guillemets, être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas être un entrepreneur successful. Il y a un moment où il faut juste accepter ça. Effectivement, faut pas tomber dans ce syndrome du sauveur à vouloir aider tout le monde. Complètement. Il y a un moment quand on a fait tous les efforts nécessaires pour fournir toutes les informations, pour apporter toutes les preuves possibles et imaginables sur toutes les questions qu'on nous a posées. Quand la personne, à la fin, elle finit toujours par trouver des excuses, il faut juste se dire que c'est pas nécessairement fait pour cette personne d'aujourd'hui régler sa problématique et d'être un entrepreneur successful. C'est pas le bon moment pour cette personne d'être un entrepreneur successful. Et c'est peut-être pas fait pour cette Ce sera personne-là. peut-être Donc, faut jamais juste que ce sera l'accepter. notre entrepreneur Voilà, successful. faut juste l'accepter et passer à autre chose. Il y a un truc aussi qui est assez drôle, j'étais en train de calculer, mais la moyenne d'âge de ce call est de 35 ans. Enfin, genre, si on additionne nos appels, Mm. nos âges, c'est 35 ans, c'est pas la moyenne, c'est l'addition, la somme. On n'est pas du tout en train de vendre du rêve ou quoi que ce soit. En termes de rythme de vie, on en a déjà discuté, on bosse entre 10 et 12 heures par jour. Euh, c'est pas en un claquement de doigts qu'on peut construire une vraie expertise hein, aujourd'hui. On s'invente pas aussi dans le make money ou dans le scaling. Je sais pas si tu l'as vu, mais moi j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit bah, est-ce que tu peux m'apprendre à faire ce que tu fais pour que je coach d'autres gens à faire ce que tu fais. Alors la pyramide de Ponzi de fou. Mm. Euh, non, Eden il arrive avec une vraie expertise depuis un certain temps. Moi c'est la même chose. C'est un truc à clarifier. Euh, En termes d'objectifs, là, toi, du coup, étant donné que tu as pris conscience de pas mal de choses sur la sophistication de marché, tu as rebrand ton offre, on en parlait, mais t'as drop out des cours il y a pas longtemps.
Du coup, là, 2026, c'est un peu un nouvel ère pour toi, parce que là, on arrive en fin d'année, il va falloir tout restructurer pour l'année prochaine. Comment tu vois les choses sur les prochains mois, les prochaines années? Est-ce que tu as une vision sur ça? Ouais, tout à fait. Bah, effectivement, là, déjà, cette fin d'année, il n'y a pas vraiment d'objectif en termes de performance, dans le sens où je sais que ça va être une période un peu basse. Donc, on va être plus dans un objectif de restructuration, vraiment structurer une équipe qui est solide et qui va tenir sur le temps. Et derrière, au niveau de 2026, ça va être surtout de réussir à tenir sur la durée. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas forcément compris au début quand je me suis lancé. Quand je faisais des très bons mois, que je faisais 25, 30, 35 000, c'était cool. Mais en fait, le rythme que j'avais donné pour obtenir ces résultats, c'était pas un rythme que je pouvais tenir sur le temps. Ouais. C'était pas du tout faisable. Donc l'objectif sur 2026, en termes de CA, ça va être d'être entre 50 et 70 000 euros par mois. Mais surtout, ça va être de les tenir sur la durée en ayant un rythme de vie et un équilibre qui est cohérent, en ayant une team qui est accordée aussi et qui est alignée avec mes valeurs, et pareil, des clients qui sont alignés avec mes valeurs. Euh, mais on va être beaucoup plus dans un objectif de longévité, plus que de performance élevée, malgré le fait que 50, 70 000 euros par mois, c'est quand même des belles performances. On est Ouais. beaucoup plus sur un objectif de longévité. Et toi, du coup, je te retourne la question. Euh, ouais, moi, l'année prochaine, j'aimerais au moins faire un mois à 100. C'est un peu l'objectif, mais c'est surtout garder la même team. J'ai à cœur en fait de construire quelque chose aussi, je suis d'accord sur le long terme. Euh, Quand on est jeune, ouais, aller sortir peut-être 500K, 1 million dans le patrimoine, c'est cool. Bah en fait, 1 million, tu finis par les cramer. Enfin, je veux dire, tu peux pas vivre voilà, sur ça. Et puis, conserver la qualité du produit. On en discutait, mais si notre produit il est pas bon, dans 2 ans, on est fini. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention. Et ouais, je suis assez d'accord. C'est réussir aussi à augmenter les salaires de ma team petit à petit pour que on grow tous ensemble, avoir cette vision d'équipe. À mon humble avis, on n'a pas encore une assez grosse vision. C'est très dur, je trouve, d'avoir une vision avec des collaborateurs, d'avoir une culture de boîte, etc. Donc ça va vraiment être la chose sur laquelle je vais porter beaucoup mon attention. Je vais peut-être rechanger de lieu de vie l'année prochaine, je sais pas encore. Malte, c'est en train de me décevoir sur pas mal d'aspects. Euh, j'ai Ah dépensé ouais? beaucoup pour venir. Ouais, j'ai dépensé à peu près 50K pour venir. Et je me retrouve dans une situation avec beaucoup de charges fixes, un confort de vie que je pourrais avoir un peu partout, assez loin de la famille, etc. Bon, ça va, mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais lock-in dans plein d'autres endroits. Et Hmm. ça correspond pas trop à ma vision de la liberté. Quand tu as déjà 4 à 5K de charges fixes tous les mois, tu es en mode tu peux pas partir en vacances comme tu veux et pourtant, tu vois, enfin, tu peux, mais c'est chiant. Hmm. Donc ça va être surtout restructurer ça, tenir sur la durée, je suis complètement d'accord avec toi. J'aimerais qu'on finisse l'année lycée à peu près entre 500 et 600 000 sur l'année minimum. Faire un truc Hmm. vraiment lean, toujours plus de témoignages clients. Et puis peut-être de nouvelles offres avec un peu plus d'equity. Ok. Faire des partenariats aussi avec des infopreneurs que je connais, des amis à moi qui sont dans la même industrie, pour essayer de rassembler de meilleurs talents et prendre plus de place et d'impact sur le marché. Ça va être mon job un petit peu. Voilà. Ouais, carrément, bah, je suis hyper aligné avec ce que tu as dit pour le coup, ouais, carrément. Donc, ouais. Ah oui, alors attends, dinguerie. Tes collaborateurs, ils ont quel âge, Aidan? Les gens avec qui tu bosses? Ils ont entre 17 et 45 ans. C'est excellent là. Ouais, j'étais au courant de la stat. T'as des gens jeunes et t'as des gens vraiment Ouais, tout à beaucoup fait. plus âgés. La personne qui a 45 ans dans ton effectif, elle est chargée de quoi? 7 heures. Aujourd'hui, moi, je suis que, Ouais, c'est enfin, vrai. j'ai une team constituée que sur l'aspect commercial. Je suis en train aussi de reconstruire un peu tout ça. Je suis en train de faire une collaboration avec un gars qui a un peu le rôle aujourd'hui de recruteur. Tout à l'heure, bah, avant le call, on parlait de la difficulté aujourd'hui de recruter un setter qui est performant. Carrément. Euh, Aujourd'hui, c'était une vraie problématique à laquelle je faisais face. Donc, je suis en train de collaborer avec un gars qui a ce rôle de recruteur, de me sélectionner les meilleurs du marché, des setters qui sont vraiment performants, qui ont la dalle, et de derrière me les placer dans mon activité. Alors, lui, en échange, il prend une certaine part des performances des gens qui me placent, mais moi, ça me fait un gain de temps énorme, et le gain d'argent aussi est énorme parce que c'est tout de suite des gens qui savent performer, qui savent ce qu'ils font. J'ai pas besoin de les reformer de A à Z. 100%. Donc c'est un énorme gain de temps. Donc aujourd'hui, ouais,
j'ai uniquement une équipe qui est constituée de commerciaux, mais on va la structurer avec un head of sales et un closer aussi qui va arriver bientôt, enfin un setter qui va évoluer vers le poste de closer. Et puis du coup, on a cette personne aussi qui a un peu le poste de manager slash recruteur, quoi. Closer, très compliqué à recruter aussi. Très très dur, ouais. La sales, c'est la dernière chose qu'on délègue dans un biz. Parce que genre, c'est tout carrément et rien à la fois d'une entreprise. Nous, ça sera janvier, le recrutement du closer. J'ai envie de terminer toute l'année avec moi. Parce que bah, de toute façon, période creuse, si tu démarres avec un closer qui prend pas beaucoup de cash, il va vite se démoraliser. C'est pas du tout ce que je veux. Et Ouais, carrément. gros switch, moi, des 2 derniers mois, c'est l'arrivée de Laura, donc une customer care au sein de la boîte, qui est aussi assistante. Le gain de temps, la hausse de la satisfaction des clients. Elle est plutôt mindset. Moi, je sais que je suis pas un excellent manager sur l'aspect émotionnel. Je suis très présent pour mes élèves, mais surtout sur l'aspect technique. Et le fait d'avoir une énergie plus féminine dans une boîte qui prend plus le temps sur des aspects psycho et tout, incroyable. Donc, je vais avoir mon setter, Laura, et puis je vais avoir sans doute un closer. On va rester à 4. Je pense qu'à 4, je sais pas si tu as la même opinion, mais je pense qu'à 4, tu peux monter à 100, 200, voire 300 cas par mois. Genre, si tu as un produit scalable, ça Je suis passe. d'accord. Je suis d'accord. Pour moi, une team de moins de 5 personnes, ça peut aller très très loin. Ah, mais oui, Ça peut aller très loin, ouais. il faut conserver de la marge. Enfin, je veux dire, sinon, c'est la même courbe que les gens qui disent en dropshipping ou en e-commerce, on a fait 2 millions. Ok, mais tu as gagné quoi? 100 000? Tu vois, Ah ouais, tout à fait. ça n'a aucun sens. Euh, donc, ouais, complètement. Ok. Tu rajouterais un truc pour ce podcast, Aiden? Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je vais voir si Euh, on a des questions qu'on n'a pas abordées. Euh, c'est vrai que, question un peu plus philosophique, mais donc là, tu vas sur tes 17 ans. Bon, tu as encore 16 ans, donc c'est super marketingement. T'as 16 piges, tu fais déjà rentrer beaucoup de cash. C'est quoi honnêtement, si c'était juste l'argent qui te motivait, t'en serais pas là. C'est quoi les choses qui te poussent à continuer aujourd'hui? c'est une très bonne question. Euh, je dirais que au fond de moi, effectivement, c'est pas l'argent, ma motivation profonde, hein, clairement. Sinon, avec le temps, je pense que j'aurais vite arrêté. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai quand même envie de me prouver, tu vois, que quand je me donne à fond dans quelque chose, je peux vraiment être le meilleur, tu vois. Et j'ai vraiment cette ambition Mhm. de tout exploser. Et avec le temps, euh, en prenant d'une certaine maturité, j'ai compris que être le meilleur, c'était être à la fois bon, mais à la fois être bon dans le temps. Donc j'ai vraiment cette envie de me prouver à moi-même que je suis en mesure de le faire et de rester dans le temps et d'être le meilleur sur la durée, quoi. Hmm. Ouais, 100%. T'as un, t'as un âge ou une somme d'argent dans laquelle tu te dis je vais arrêter ou pas? Arrêter, c'est une bonne Arrêter question. d'autant grind, à la rigueur. Ouais. Moi, j'en ai une en Euh, tête. J'ai une deadline. Pour le moment, elle va évoluer, sans doute. j'ai aussi une petite deadline. Alors après, elle n'a pas vraiment de réelle temporalité, mais j'aimerais bien quand même avant mes 25 ans pouvoir stopper un peu la cadence et, euh, et partir sur des choses un peu plus light, mais tout en restant évidemment dans ce milieu-là, parce que aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que j'adore, faire du business, clairement, rester dans cet environnement. Mais effectivement, j'aimerais bien, avant mes 25 ans, pouvoir calmer un peu la cadence. Moi, il y a un truc que je kiffe dans le biz, c'est cette capacité à te faire rencontrer des gens intéressants. Donc, je sais que ce podcast-là, j'ai vraiment un projet très très long terme, sur peut-être 10-20 ans. Parce que moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour être conférencier. Et c'est à mon sens le truc qui me rapproche le plus des choses. Euh, et donc, c'est ce truc aussi de te dire que ça te permet d'avoir des opportunités de partenariat avec vraiment beaucoup de monde. Et c'est trop cool, tu vois, de se dire. Parfois, t'as plein de business qui peuvent exploiter des synergies. On a été contacté la dernière fois par une personne qui coachait surtout sur la partie IA, mais qui avait besoin de personnes sur la vente ou autre. Donc, beaucoup de choses. Donc, ouais, je suis complètement aligné avec ça. Euh, un mot de la fin? Bah déjà, voulais te remercier Avec plaisir. pour l'invitation. Franchement, c'était cool d'échanger tout ça. J'espère que ce podcast a pu apporter un maximum de valeur aux personnes qui le regardent actuellement. Euh, et puis, continuez. J'ai envie de dire, si vous regardez ce podcast dans la période de fin d'année, continuez quand même
à bosser. C'est normal qu'il y ait un creux. Ouais. Et puis, lâchez rien, continuez à charbonner jusqu'au bout, quoi. Ah, là, faut grind. Ça... faut juste prendre sur soi. Faut juste avoir un petit pas de recul et se dire, ok, c'est la période, c'est pas vous, c'est un problème de marché. Take Tout à time. fait. Merci beaucoup Eden d'avoir été là, c'était top. Ah bah, je t'en prie. Et puis ciao tout le monde. Ciao, ciao.